encore là, ces classements-là vont être faits en fonction des résultats au niveau du ministère et non pas sur comment on a aidé ton enfant à apprendre à aimer la lecture, à apprendre à aimer les mathématiques, à développer sa confiance en soi, à développer ses habiletés de résolution de conflits, de résolution de problèmes, et ainsi de suite. Bienvenue à Comme un jeu d'enfant, le podcast des apprentissages en famille du Québec. Apprendre en famille, c'est du sérieux, mais c'est toujours plus amusant quand c'est comme un jeu d'enfant. Bon épisode! Ce podcast est rendu possible grâce au soutien de l'AQED et de la 2e classe. Hey Marilena, as-tu vu ça passer le sondage de l'AQED? Oui, je l'ai rempli. C'est un sondage pour toutes les familles du Québec. Donc, que vous soyez membre ou non de l'AQED, vous êtes invité à participer. Tu sais que les données recueillies là, vont permettre à l'AQED de renforcer sa position lors de la campagne électorale de 2026 qui s'en vient à très grands pas. Il va défendre les intérêts de toutes les familles éducatrices du Québec. Le sondage vise à collecter vos témoignages sur divers aspects de votre expérience, comme l'accessibilité des services, les ressources éducatives, les exigences aussi de l'enseignement à domicile, puis aussi votre niveau de satisfaction générale concernant les politiques en éducation à domicile en vigueur. Que vous vous intéressiez ou non à la politique, je pense que c'est le moment de s'assurer que notre vote aille vers un parti qui tient compte de la réalité des parents éducateurs. Mais la date limite là, pour remplir le sondage, c'est le 15 juin. Donc, suivez le lien du sondage en description de l'épisode. Allô, Natacha! Salut Marilena, ça va bien? Ben oui, ça va bien, toi? Oui! On se retrouve aujourd'hui pour un épisode. On a un invité avec nous. Ben oui! Donc, Marc-Alexandre Prudhomme, qu'on avait fait... Natacha, t'étais allée à la sortie de son livre, puis là, t'as fait « Ah, j'ai pris une photo, puis j'ai trop hâte de lire le livre. » On fait une publication pour voir ses réseaux sociaux si les gens, ça leur tente qu'on reçoive sur le podcast. Puis là, les gens, ils étaient vraiment enthousiastes, fait qu'on est super contente de t'accueillir aujourd'hui. Bonjour, Marc-Alexandre. Bonjour, bonjour à vous deux. Un gros merci. Je suis super content d'être avec vous. Ouais, c'est bien de la conversation. Ça fait vraiment plaisir. Oui. Est-ce que pour commencer, tu voudrais te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas? Oui, absolument. Fait que moi, c'est Marc-Alexandre Prudhomme. Je fais l'éducation à domicile avec ma fille qui a désormais 11 ans. On est beaucoup plus dans un moule unschooling qu'autre chose, là. Bien qu'on utilise des outils de différentes approches en même temps aussi. Puis sinon, je suis un des éducateurs qui travaille à Mont-Libre, un centre éducatif agile pour jeunes qui font de l'éducation à domicile à Montréal. Puis sinon, je suis également chargé de cours en éducation. Donc, j'enseigne à des futurs enseignants comment enseigner, en tout cas, différents sujets là, à l'UQAC, à l'Université du Québec, à Chicoutimi. Super. Et t'es auteur, on a mentionné justement vrai. ton livre « L'école peut-elle apprendre? » Puis là, moi, je suis curieuse de savoir si l'école, est-ce qu'elle peut apprendre? Là, tu vas sûrement me répondre « Ben, il faut que tu lises le livre pour le savoir. » Je peux partager, ça me fait plaisir. En tout cas, si on veut commencer avec ça. Mais on embarque là-dedans, on y va avec ça tout de suite. Ouais, on y va. Dans le fond, je peux juste résumer un petit peu. Fait que ton livre, c'est le potentiel de la diversité éducative. Donc, apprendre n'est pas facile. Ça représente un merveilleux défi, que ce soit pour un enfant, un adulte, une fourmi ou une meute de loups. Qu'en est-il de nos systèmes d'éducation? Sont-ils capables d'apprendre? Sont-ils en mesure de le faire en ce moment? Si ce n'est pas le cas, de quoi ont-ils besoin? Fait que, puis là, c'est ça. Je te laisse continuer. Moi, je te laisse continuer là-dessus. Moi, j'ai pas pu attendre. J'ai commencé à lire le livre de Marc-Alexandre. Puis vraiment, j'ai juste hâte de finir l'enregistrement pour continuer à aller le lire. C'est vraiment bon. J'ai vraiment aimé la façon que tu as amené l'introduction, le sujet. En tout cas, écoute, j'ai déjà appris plein d'affaires, fait que c'est vraiment intéressant. Puis moi, ce que je me demande, c'est, tu sais, je sais pas si tu as le goût de commencer par ça, mais qu'est-ce qui t'a donné le goût? Tu sais, c'est quoi qui a été la motivation derrière que tu as ressenti d'écrire ce livre-là? Oui, ben au départ, c'est que, ben, tu sais, moi j'ai étudié à l'Université d'Ottawa du côté anglophone,
Puis quand que je suis allé là-bas, ben, veux pas, j'ai une formation en enseignement. J'ai une formation en enseignement secondaire pour enseigner l'histoire de la géographie. Puis pour toutes sortes de raisons, j'étais pas satisfait à l'idée là, d'enseigner dans une école régulière et ainsi de suite. Fait que j'ai voulu faire une maîtrise en éducation par rapport au concept d'école démocratique ou école libre, là, un peu comme Summerhill. Puis donc, j'ai choisi d'aller à l'Université d'Ottawa. J'ai essayé de le faire du côté anglophone. Puis du côté anglophone, ben, j'ai été exposé à des auteurs différents qui ne sont pas nécessairement accessibles facilement en français. Puis je suis tombé sur toutes sortes d'approches pédagogiques, de façons d'enseigner, de façons de voir l'éducation, et ainsi de suite, que justement là, je constatais là, que pour lesquelles il n'y avait pas tant d'informations en français. Fait qu'un de mes souhaits au départ, c'était de justement là, comme essayer de faire la promotion de ces différentes idées-là. Parce que bon, je crois beaucoup à l'idée qu'il n'y a pas un modèle éducatif qui peut satisfaire les besoins de 100% des personnes qui ont rapport à l'éducation. Là. Puis dans le livre, j'utilise le terme acteur, actrice de l'éducation. Mais puis là, par ça, c'est non seulement des enfants, des élèves, mais aussi des enseignants, des éducateurs, éducatrices, dans le sens que il y a un bon taux de décrochage chez les enseignants, tout comme chez les jeunes. Puis aussi, il y a beaucoup de parents qui n'ont pas nécessairement leurs besoins satisfaits avec ce que l'école de quartier peuvent leur offrir, là, malgré tous les merveilleux efforts de plein de merveilleux acteurs d'éducation dans ces milieux-là. Fait que je crois pas qu'il y a un seul modèle qui peut satisfaire tout le monde. Fait que j'ai essayé de voir justement, j'ai essayé d'en explorer moi différents modèles, puis je suis tombé sur plusieurs justement approches différentes dont je voulais faire la promotion, pour lesquelles je voyais peu d'informations en français, là, à part, bon, il y en a quelques-unes pareilles pour lesquelles il y a quand même certaines informations, là, mais pas tous. Fait que au départ, j'ai essayé d'en choisir là, certaines pour lesquelles il amenait comme la diversité au milieu de l'éducation, mais dans différentes sphères de l'éducation. Dans le sens que, tu sais, un peu là, comme l'argument que je fais dans le livre, c'est comme de dire, tu sais, c'est les mêmes matières scolaires qui sont enseignées à tous les jeunes, tu sais, au même moment de la journée, au même rythme d'apprentissage, avec le même matériel, bon, dans le même contexte, avec le même type de jeunes, le même type de regroupement de classes, de composition de classe, et ainsi de suite. Puis dans le même lieu, là, qui est la classe comme telle, là, dans 99,9% des cas, je parle là, surtout dans les écoles. Fait que là, ça, je me suis dit, qu'est-ce qui pourrait amener de la diversité dans nos systèmes éducatifs? Puis, donc là, je voyais, fait que là, j'ai fait un peu le tri, là, j'ai choisi certaines approches, là, comme certaines qui permettent d'explorer des lieux différents, comme, bon, qu'est-ce que tu peux faire dans le contexte de la forêt, avec l'école de la forêt. Si tu n'as pas une forêt à côté de toi, qu'est-ce que tu peux faire pour justement que ça soit, justement, éduquer un enfant à développer des compétences, faire réfléchir à différentes choses dans un contexte autre qui peut se retrouver à l'intérieur de 5 minutes à pied de ton domicile ou d'une salle de classe. Fait que j'en ai d'autres qui proposent du matériel différent ou des objectifs différents. Fait que dans le sens que, tu sais, souvent, comme, tu sais, c'est à peu près les mêmes objectifs qui se retrouvent c'est les mêmes objectifs qu'on voit tu sais, dans la très, très grande majorité des écoles, un peu partout à travers le monde. Donc, tu sais, l'enseignement de l'écriture, l'enseignement de la lecture, l'enseignement des mathématiques. Mais, tu sais, comme si on se limite à se concentrer juste là-dessus, il y a beaucoup de choses à côté desquelles on passe, là, que ça soit, genre, je sais pas moi, tu sais, apprendre au niveau de la gestion de sa vie émotionnelle, de sa santé mentale, de son bien-être, de son bien-être physique, mental, de son habileté que ça soit à gérer le stress, à son estime de soi, à sa compassion pour soi. Bon, tu sais, bon, il y a toutes sortes de choses comme ça, ou sa pensée critique, ou... fait que, bon, il y a plus à ça, là. Mais, fait que donc, justement, là, d'essayer de voir quelles autres approches pouvaient offrir différentes choses. Fait que l'objectif à la base, c'était justement, un peu de faire la promotion de différentes approches. Puis là, éventuellement, tu sais, comme à force de lire différentes théories, et puis tu sais, lire des choses qui sont à l'extérieur de l'éducation, tu sais, j'ai comme eu un déclic de dire, OK, est-ce que d'une part,
parce que dans le fond, j'ai lu beaucoup par rapport à la théorie de la complexité qui pose ces questions-là, à savoir, est-ce qu'un système peut être apprenant? Fait que, comme mettons, est-ce que notre système de santé est apprenant? Est-ce que notre poumon est apprenant? Est-ce que, bon, ça posait un peu toutes ces questions-là. Puis souvent, on posait la question dans des livres qui avaient rapport à l'éducation avec la théorie de la complexité, est-ce que la classe est apprenante? Mais ce que je voyais moins, c'était est-ce que le système d'éducation est apprenant? Puis là, c'est vraiment là-dessus où est-ce que j'ai voulu soulever la question. C'est un peu ça que je fais dans le livre. Donc, l'idée de soulever la question, de savoir est-ce que nos systèmes d'éducation sont apprenants? Puis quand je dis nos systèmes, c'est tant le système québécois que français, qu'américain, que en Chine, que ci et ça. Rapidement, dans le livre, je propose une réponse qui est comme un genre de non nuancé, là, si on veut, là, que, comme en ce moment, il n'y a pas tant d'apprentissage qui se fait. Puis là, donc, l'idée de connecter ça avec la diversité, c'est au niveau de la théorie de la complexité, il y a cette idée-là que si on veut un système apprenant, peu importe c'est quoi, on a besoin d'avoir accès à des idées diversifiées, puis d'avoir accès à des idées diversifiées qui interagissent. Donc, il y a échange de genre, justement, là, de pratiques en différentes personnes. Fait que là, ça pourrait être entre une personne qui s'y connaît en Montessori, puis quelqu'un qui fait du world schooling, puis quelqu'un qui fait du unschooling, puis quelqu'un que sa seule connaissance de milieu scolaire, c'est quelque chose de régulier. Quand il y a ces échanges-là, éventuellement, il y a comme des choses, des idées nouvelles qui peuvent émerger, qui peuvent nous aider à améliorer tous et chacun un peu nos pratiques. Fait que l'idée, là, c'est tranquillement vers ça là, que je vais dans le livre, de voir justement là, comment qu'on peut aider à ce que notre système d'éducation soit plus apprenant. Donc en misant énormément sur la diversité, mais aussi là, comme en misant sur des échanges entre ces différentes, entre les membres de des personnes qui pratiquent l'éducation autrement dans différents milieux, justement, là, diversifiés, si on veut. Là. Mm-hmm. Puis là, je peux pas m'empêcher de faire un peu le parallèle. En tout cas, de ce que moi, j'ai vécu en école à la maison. Ce que j'aimais, justement, c'était la liberté d'aller chercher des idées ou même créer, émerger de nouvelles idées à partir des différentes approches, justement. Parce que moi, personnellement, on n'a jamais été vraiment capable d'adhérer juste à une façon ou une pédagogie en particulier. Mais de façon naturelle, on allait piger un peu partout pour adapter aux apprenants, tu sais. Fait qu'il y a des... Puis, tu sais, chaque approche diversifiée, en fait, peut être... valable pour un enfant, mais dans la même famille, pour un autre enfant, non, on va aller chercher une autre façon de faire. C'est pas parce que l'enfant A ou B a mieux compris telle notion avec telle approche que ça veut dire que l'autre enfant, le troisième de la famille, va comprendre de la même façon avec la même approche. Fait que moi, c'est ce qui m'allumait beaucoup de l'école à la maison, de pouvoir aller m'informer puis aller chercher différentes approches pour m'en inspirer, quitte à un moment donné même à trouver des idées avec l'apprenant, en fait, pour le faire participer à ses apprentissages de façon active. En tout cas, j'ai pas terminé de le lire, mais j'ai hâte d'arriver déjà là, à la théorie des complexités, puis vraiment. Okay. Ça me parle beaucoup. Tu parles justement dans le livre des modèles d'éducation alternative. Dans tes recherches, donc tu parles entre autres de École de la forêt, pédagogie par le lieu, pédagogie autochtone, école démocratique, world schooling et plus encore. Qu'est-ce qui t'a le plus fasciné dans ces différents modèles-là que tu as étudiés? Oh, genre, tu me dis quel modèle m'a plus fasciné ou genre une chose, une chose importe, qui m'a une plus chose, fasciné? Ouais. Oh my God, c'est une excellente question. Ouais, je sais pas, il y a différents modèles qui m'ont fasciné. Il y en a certains pour lesquels, justement, que j'ai plus accroché à certaines choses. Pour ceux qui me connaissent, comme je suis quelqu'un qui croit énormément au concept d'école démocratique puis d'éducation démocratique. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus de ça? Parce qu'il y a bien des choses que
quand on nomme, tu sais, ça me vient, je le comprends bien, mais tu vois, quand on dit école démocratique, probablement quand tu vas l'expliquer, je vais faire « Ah oui », mais vite comme ça, il n'y a rien qui me vient en tête. Ah, ok, ok. Oh, ben c'est parfait, il n'y a pas de problème. Ben, dans le fond, l'idée, ce concept-là, c'est, ben, tu sais, ça demeure quand même justement un modèle qui est peu connu, là, même si ça fait peut-être un peu plus de 100 ans là, que c'est pratiqué à travers le monde. Mais c'est comme c'est probablement 0,001% des enfants là, qui vont fréquenter un milieu comme ça. Essentiellement, il y a comme deux gros principes qui guident l'école démocratique. Le premier, c'est l'aspect démocratique. Le deuxième, c'est la liberté de l'enfant là, qui vient avec certaines responsabilités, là, mais c'est une liberté qui s'arrête où ce que celle des autres commence. Je vais commencer avec le concept de liberté, mais essentiellement, dans une école démocratique, l'idée, c'est de faire en sorte que l'enfant puisse être l'auteur ou l'autrice de son propre cheminement. Et ce, pour, tu sais, comme à peu près tout, en autant que ça affecte pas, justement, la liberté des autres. Ce que ça veut dire, c'est que dans ce type d'école-là, ou de milieu-là, le jeune peut, si ça lui tente de jouer toute la journée, il peut jouer toute la journée. Si ça lui tente de dessiner toute la journée, il peut dessiner toute la journée. Si ça lui tente de cuisiner toute la journée, il peut cuisiner toute la journée. S'il veut faire des mathématiques toute la journée, il peut faire des mathématiques toute la journée. Il y a différentes approches là, que des éducateurs, des enseignants, puis souvent, ça va être le terme qui va être utilisé pour les adultes, là, ça va être des facilitateurs, des facilitatrices qui vont employer avec ces jeunes-là, dans le sens que, tu sais, on va venir comme proposer différentes activités. Moi, c'est mon rôle, là, justement, à mon livre. Là. Mon livre de fonctionnement là, ça s'inspire de ce modèle-là. De venir offrir différentes activités auxquelles l'enfant peut dire non. Donc, ce que ça veut dire aussi, c'est qu'il y a comme un gros accent qui est mis sur l'idée de consentement. Pour toutes sortes de raisons. Il y a des raisons qui ont rapport au bien-être de l'enfant, mais il y a aussi des raisons qui ont rapport à l'enseignement du consentement. Moi, justement, quand je vais proposer des activités à des jeunes, je vais leur dire, on s'apprête de faire un atelier on s'apprête à faire le club de lecture, on s'apprête à faire un atelier de robotique ou un défi scientifique ou je sais pas trop quoi, ou de la cuisine. Est-ce que ça t'intéresse de venir avec nous? Puis moi, souvent, ce que je vais rajouter, c'est, tu as le droit de dire non. Surtout avec les plus jeunes, avec ceux qui nous arrivent de milieux scolaires, qui n'ont pas l'habitude d'avoir l'opportunité de dire non. Puis que le non va être respecté. Il y a cette liberté-là qui est très grande. Comme je dis, là, ça s'arrête parce que celle des autres commence. Moi, quand je vais faire un défi scientifique avec certains jeunes, ça se peut que j'en ai plusieurs à côté qui, eux autres, vont jaser entre eux, vont dessiner ou vont regarder des vidéos ou quelque chose comme ça. Puis l'autre principe, c'est l'aspect démocratique. Puis donc là, ce que ça veut dire, c'est que dans ces milieux-là, les décisions vont être prises, comme peut-être à 98 ou 99% par les assemblées démocratiques. Donc, toutes les décisions qui affectent justement notre communauté ou une communauté d'une école démocratique vont être prises démocratiquement. Puis, ce que ça veut dire, c'est qu'au bout du compte, les jeunes chaque jeune a un vote qui a la même valeur que le mien pour prendre différentes décisions. Moi, des fois, il y a comme des choses que je veux faire voter, puis que les jeunes font comme « Non, Marc, on veut rien savoir de ça. » qu'il y a un peu cette dynamique-là, mais où est-ce que, justement, il y a comme un pouvoir intéressant là, qu'ils finissent par avoir, là, comme en anglais, ils vont utiliser le terme là, empowerment ou empowering. Une traduction française que je n'utiliserai pas par respect pour tout le monde ici, là, mais il y a peut-être 3 personnes qui vont comprendre ça, en tout cas, peu importe. C'est ça, fait que l'idée, c'est que à travers ces processus démocratiques-là, il y a toutes sortes d'apprentissages qui peuvent se faire. Donc, justement, d'apprendre à partager son opinion, à lever la main, je veux pas dire se tenir debout, là, mais comme, à défendre son point, puis faire comme, non, moi, je suis vraiment pas à l'aise avec ça, même si ton ami a une opinion différente ou quelque chose comme ça. Et aussi, là, comme à co-construire là, des meilleures solutions à différents problèmes qu'on pourrait avoir, là, que ça soit comme qu'est-ce qu'on fait quand il y a des insultes, qu'est-ce qu'on fait pour garder le centre propre, quelle activité qu'on va faire, comme quelle sortie qu'on va faire, des trucs comme ça. Il y a toutes sortes d'apprentissages qui se fait à travers ces processus démocratiques-là. En tout cas, c'est un peu un résumé là, du modèle, si on veut. Là. Puis mon livre, il s'appuie sur ce modèle-là, c'est ça, je comprends, là.
Oui, exactement. Ouais, Ben, tu sais, à l'origine, là, vraiment. tu sais, on voulait fonder tu sais, justement une école démocratique, puis la seule possibilité qu'il y a pu avoir, c'est de le créer à travers le contexte d'un centre d'apprentissage avec des jeunes qui font justement de l'éducation à domicile. Puis ben, tu sais, ça donne quelque chose de merveilleux parce que, tu sais, dans le sens que là, c'est justement, on n'est pas une école, puis on a des jeunes qui font l'éducation à domicile, puis c'est comme si ça crée comme un genre de modèle relativement hybride, si on veut. Dans le sens que tu sais, on a quand même une bonne proportion de jeunes qui viennent tu sais, peut-être juste 2 journées ou 3 journées ou quelque chose comme ça, là, au lieu que ça soit comme le 5 journées complètes. Puis fait que ça donne des possibilités différentes, une dynamique différente. Puis ben, tu as un modèle qui vient satisfaire un certain nombre de gens, mais qui ne viendra pas nécessairement satisfaire 100% de tous les jeunes, les parents, les enseignants, les éducateurs. Puis, En tant que parent éducateur, on préfère parfois ne pas être responsable de toutes les sphères de l'école à la maison de notre enfant. La deuxième classe est là pour soutenir les familles qui désirent déléguer une partie des apprentissages. Si on revient à la question de Marilena, quel modèle? ah oui! Ou Hein? modèle, Ouais, ah, il était ouais. comme, ah, peut-être Ouais, qu'elle l'a c'est ça. oublié. Ah, Là, on a ouais. fait Fait une que- parenthèse. Mais, tu sais, ça peut être modèle, ça peut être un élément, puis, tu sais, je dis Ouais. fascine le plus, là, c'est dur à dire, Ouais, mais ouais. ou une chose que tu as retenue, qui est ressortie des autres, ce qui devient, là, tu sais, je veux pas te mettre la Ouais, pression de ouais. comme Ben, nommer tu sais, la ben, c'est ça, chose. là. tu sais, ce que je dirais, c'est tu sais, effectivement le modèle de l'école démocratique, c'est quelque chose qui m'a énormément inspiré puis que j'aime beaucoup. Mais sinon, ben, dans le fond, dans la pédagogie par le lieu, là, en tout cas, c'est ma traduction du concept de place-based education. Ben, j'ai trouvé ça vraiment intéressant, l'idée de justement, là, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de 10 minutes à pied de ton lieu d'apprentissage, puis qu'est-ce que tu peux faire avec ça. Mais surtout, comme tu sais, l'aspect de qu'est-ce que tu peux faire avec ça, mais par rapport à justement, là, comme effectuer quelque chose qui peut aider au niveau des inégalités sociales ou aider au niveau de l'environnement. Puis dans le sens que, tu sais, souvent, ce qui est quand un travail est fait par un jeune, que ce soit à l'école, que ce soit dans l'éducation à domicile, ben, tu sais, l'auditoire du travail va finir par être une personne ou à peu près. Tu sais, ça va être soit le parent éducateur, soit l'enseignant. Mais là, ce qui était intéressant avec ça, c'est qu'on veut essayer d'accomplir quelque chose dans la société, on veut essayer d'amener un changement, puis donc, tu sais, là, ça va être, on va écrire une lettre je sais pas moi, au propriétaire du Tim Hortons à côté de chez nous pour l'encourager à faire quelque chose qui aiderait à ce qu'il y ait moins de déchets qui traîneraient partout dans un parc ou quelque chose comme ça. Ou qu'est-ce qu'on peut faire pour, tu sais, justement, là, je sais pas moi, rendre le parc plus inclusif ou qu'est-ce qu'on peut faire pour, tu sais, comme, je sais pas moi, réfléchir par rapport à, tu sais, comme, ben, tu sais, nous, les choses avec lesquelles j'ai joué beaucoup, que ce soit à mon libre ou dans une certaine mesure avec ma fille, ben, tu sais, c'est de venir réfléchir à qui est choisi puis qui est pas choisi dans nos différents milieux, là, dans des différents noms de toponymes ou de noms de parcs ou de noms de rues, ainsi de suite. Ben, souvent, quand tu analyses ça, ben, tu sais, c'est comme tu sais, 80% hommes, c'est pas plus. Là. Puis donc de réfléchir à genre qui est exclu, qui pourrait être inclus, qu'est-ce que si on inclut une nouvelle personne, qui qu'on enlève, ainsi de suite. Fait qu'il y a comme toutes sortes de merveilleuses questions là, qui aident à faire travailler la pensée critique là, avec ce modèle-là. Puis sinon, ben, l'autre modèle, le World Schooling, ben, tu sais, qui a définitivement ses limites, qui n'est pas accessible à tous, mais c'en est un qui, ben, tu sais, moi, qui me fait rêver énormément. Je trouve ça vraiment cool, là, l'idée de pouvoir voyager, puis comme, tu sais, justement, là, d'aller apprendre à propos de l'Europe en étant en Europe, ou d'aller apprendre à propos de l'Asie en étant en Asie, ou, tu sais, comme quelque chose comme ça, là. Fait qu'il y a une partie de moi qui est jaloux de ceux qui ont l'opportunité d'utiliser ce modèle-là. Puis, tu sais, la pédagogie par le lieu, là, c'est fou les possibilités que ça l'offre. Quand on voit ça différemment, là, tu sais, comment ça se fait que nous, ça s'appelle le quartier des élus. Fait que là, ça l'amène à plein de possibilités au niveau apprentissage, là, c'est infini. Puis ce que j'aime aussi de ça, c'est avec ce que tu amenais, où est-ce que mon livre se situe, c'est que je trouve que ça rouvre une grande porte sur le sentiment d'appartenance puis la différence qu'on peut faire juste dans notre communauté, tu sais, soit dans notre quartier ou dans notre ville, tu sais. Là, je trouve que cet aspect-là, il est super intéressant d'ouvrir les jeunes à ça, tu sais, que déjà,
déjà, ils ont un pouvoir de, tu sais. C'est ça, tu sais, ça fait penser à, exemple, un adulte qui va jamais aller voter, mais qui va chialer contre les résultats de vote, puis qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce qui n'a pas été fait, tu sais. Je trouve que ça l'enseigne ça rapidement, un peu, le pouvoir qu'on a individuellement de faire quelque chose, puis... Ouais, puis ça démontre aux jeunes qu'ils ont quand même une action qui peut être posée avec des possibilités, des suggestions. Tu sais, en tout cas, je trouve ça vraiment inspirant, ça. Dans le livre, tu proposes des pistes concrètes qui peuvent aider enseignants, parents, autres auteurs de l'éducation. Est-ce que tu as eu l'occasion de partager, de discuter de ces pistes-là avec des gens dans le milieu scolaire? Puis si oui, comment c'est reçu? Parce que là, je te dis, moi, un peu, quand je lis ça, je suis comme... Ben, j'ai l'impression peut-être qu'à l'université, tu sais, ceux qui sont vraiment apprenants, peut-être que c'est un jugement, là, tu sais, j'ai l'impression qu'ils vont être plus dans l'ouverture parce que, tu sais, sont en train d'apprendre, sont en train de... Puis, tu sais, quand on pense un petit peu, des fois, comme tu dis, un enseignant qui peut décrocher, qui peut être blasé, qui peut être épuisé, moi, je pense à comme l'enseignant que ça fait un bout de temps là, qui est dans ses bottines. Est-ce qu'il va être comme ouvert à ces idées-là? Est-ce que... T'as-tu eu l'occasion un peu d'échanger à ce niveau-là? Oui, en tout cas, c'est intéressant comment tu formules ta question. Puis, ce que je te dirais, là, c'est que, tu sais, comme, mettons, la personne qui est enseignante, mettons, dans un milieu régulier, et ainsi de suite, tu sais, j'ai pas tant de contact avec cette personne-là. J'ai des contacts avec ceux qui sont au niveau de la formation. Ça, j'en ai quand même dans une bonne proportion, à travers mes cours, puis, bon, des fois à travers autre chose. Puis sinon, ceux avec qui je finis par avoir des contacts, c'est ceux qui finissent par décrocher, puis qui demeurent comme passionnés par l'éducation ou qui demeurent genre inquiets pour l'éducation des enfants, puis que, tu sais, qui veulent quelque chose de différent pour les enfants, puis qui auraient voulu quelque chose de différent pour eux. Fait que ceux qui sont dans l'école comme telle, pour l'instant, tu sais, j'en ai pas eu tant de conversations autour de ces principes-là. Par contre, ce que je pourrais dire, c'est que, tu sais, justement, souvent, ben, tu sais, comme il y a plusieurs de ces idées-là, comme, tu sais, dans le concret, là, tu sais, j'ai essayé d'en mettre beaucoup, là, pour ceux qui vont s'intéresser à ça, là, des pistes de concret. Bon, si jamais vous lisez le livre, ça va être surtout entre les chapitres 3 et 10, là, ou à peu près, là, où est-ce qu'il y a énormément d'éléments, en tout cas, selon moi, qui a du concret. Mais à l'université, quand j'enseigne à justement les futurs enseignants, ben, tu sais, moi, je me remets dans ma position de quand j'étais comme justement, à leur place, sur les bancs de l'université. Qu'est-ce que je voulais avoir? Puis, tu sais, comme ce que je voulais avoir, c'était comme, tu sais, donne-moi toutes les stratégies, tu sais, que tu peux, tu sais, comme professeur, que tu pourrais me partager, qui pourraient m'être utiles quand que je vais être en classe, quand je suis avec des jeunes, quand je suis dans mes stages, et ainsi de suite. Fait que j'en propose plusieurs dans mes cours, justement, parce que j'ai l'impression que c'est quelque chose qui risque de pouvoir les aider, puis pour lesquels il devrait y en avoir plusieurs qui ont ce besoin-là. Ce que je vois de ce qu'ils me racontent après avoir fait leur stage, des trucs comme ça, c'est que souvent, il y a certaines de ces idées-là pour lesquelles, justement, le milieu scolaire va avoir une certaine réticence. Fait que, tu sais, comme justement, ben, tu sais, aller à l'intérieur de 10 minutes à pied d'une salle de classe, tu sais, ça se fait bien, c'est 10 minutes à pied, mais tu sais, il y a certaines réticences pour toutes sortes de considérations, puis des considérations qui sont définitivement importantes, puis qui sont plus difficiles à satisfaire comme enseignant quand tu as 20, 25, 30, 35 élèves avec toi, que si tu en as, tu sais, justement, là, 2, 3, 4, là, dépendamment du nombre d'enfants que tu as, si t'es parent éducateur. Mais ouais, c'est ça. Fait que moi, ce que je vois, c'est qu'il y a quand même une pas pire réticence dans plusieurs milieux scolaires. C'est pas le cas partout, mais c'est aussi quelque chose que, tu sais, j'essaie de véhiculer à ces futurs enseignants-là, de dire, ben, il y a des milieux où est-ce qu'il y a plus d'ouverture par rapport à, justement, essayer quelque chose de différent, tu sais, comme justement que ça soit, je sais pas moi, pédagogie par projet, ou d'utiliser tel type de matériel, puis d'éviter les cahiers, je sais pas trop quoi. Puis là, je leur dis, ben, tu sais, c'est à vous d'essayer de voir où est-ce que vous pouvez trouver ces milieux-là, ou où est-ce que vous pouvez trouver des alliés dans vos classes là, pour utiliser ces idées-là. Fait que, ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, ce que je dirais, c'est qu'il y a une certaine réticence, mais en même temps, tu sais, je vois certains enseignants avec qui j'ai jamais eu aucun contact, puis que je vois que, tu sais, justement, sont tombés dans des idées comme ça. Là, je sais qu'il y a quelqu'un là, du côté de Sherbrooke qui fait énormément de sciences à l'extérieur, que ce soit en hiver, en été, ben moins en été, là, parce que l'école est fermée, au printemps, à l'automne. Tu sais, comme dernièrement, j'ai vu, il y avait une école secondaire proche d'ici, où est-ce qu'il y avait à faire un projet pour quelque chose justement qui allait améliorer la société. Puis dans le fond, il y a eu un groupe de jeunes filles, je pense, qui sont en secondaire 4, secondaire 5, qui ont décidé de faire une course de nuit
pour les femmes, pour démontrer comme l'idée de à quel point, ben, tu sais, comme pour lutter pour la possibilité de pouvoir courir la nuit en sécurité à Montréal. Fait qu'en tout cas, tu sais, il y a toutes sortes de choses merveilleuses que je vois que différents éducateurs peuvent faire ici et là, mais c'est sûr que c'est pas tous les milieux scolaires où est-ce qu'il y a comme cette ouverture-là à des projets comme ça. Puis, tu sais, moi, ce que je constate beaucoup, c'est qu'on a des enseignants qui rentrent dans le système, qui sont passionnés, qui, tu sais, qui veulent vraiment, mais que je pense qu'ils viennent beaucoup les mains liées par, tu sais, c'est un gros système. Tu sais, tu nous mentionnes, entre autres, la diversité éducative, mais moi, personnellement, je vois pas beaucoup de diversité dans le milieu scolaire, là. Je pense par Non, exact. besoin de, tu sais, comme tu mentionnais, ben, tu sais, on a les classes qui sont pareilles, qui enseignent la même chose au même moment. Je pense que la gestion de tout ça vient emmener beaucoup de contraintes à vouloir justement changer, diversifier. Oui, 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 non, effectivement, tu sais, il y a plusieurs pressions à l'intérieur du système scolaire là, qui empêchent tu sais, justement ces changements-là. Puis, ben, tu sais, moi, celle à laquelle je pointe le plus là, dans le livre, c'est tout ce qui est les classements d'école, les classements de pays. Parce que, bon, tu sais, il y a beaucoup de financements et ainsi de suite là, qui sont associés à ça, là, ou, tu sais, justement, là, d'attirer des élèves dans son école et ainsi de suite. Fait que justement, la course à ces classements-là, puis ces classements-là, bien souvent, mais ça va se faire autour des résultats aux examens ministériels ou examens PISA, là, ceux qui sont passés à travers le monde, comme en même temps là, avec les mêmes jeunes de 15 ans là, pour, tu sais, je pense que c'est lecture, écriture, mathématiques puis sciences. Ben, tu sais, comme, tu sais, là, je pense que le Québec se porte bien au niveau de ce classement-là. Mais comme, bon, il y a d'autres régions du monde où est-ce qu'ils sont plus bas, sont désormais plus bas dans le classement, puis ça. Puis, mais le problème avec ça, c'est que si le travail est fait pour justement juste augmenter dans ce classement-là, ben il y a toutes sortes d'approches qu'on vient dans le fond, qu'on s'empêche d'explorer, qu'on s'empêche d'utiliser, et par le fait même, ben comme, tu sais, si on se limite à genre, qu'est-ce qui va nous aider seulement à justement être le plus haut dans le classement comme école ou comme pays, et ainsi de suite, parce qu'on n'a pas une grosse diversité d'approches, mais on passe à côté de plusieurs enfants, puis à côté de plusieurs, justement, enseignants, éducateurs, comme tu le mentionnes, qui arrivent, puis tu sais, moi je le vois, là, ceux qui sont dans mes classes à l'université, là, tu vois que ça arrive, puis que, genre, tu sais, comme une très, très grande proportion qui adore les enfants, puis, tu sais, qui veulent être avec des enfants. Puis c'est pas trop long que ça vire que, justement, par les pressions du système et ainsi de suite, ils sont plus capables. Puis, comme, tu sais, ils parlent plus avec autant d'amour pour les enfants, comme, tu sais, 4-5 ans après être sortis de l'université, qu'ils pouvaient en parler, comme, à leur première année universitaire, deuxième. Ouais. Mais justement, si je peux me permettre, comment tu dis ça? Selon ces deux chercheurs, la recherche travaille surtout sur des questions en lien avec l'amélioration à court terme des résultats des enfants aux examens ministériels. Et ça, en grande partie, car c'est dans ce genre de questions de recherche qu'une majorité de gouvernements investissent l'argent qui finance la recherche. OK? Fait que là, j'étais comme, OK, fait, c'est pour ça que on est astiqué sur les fameux examens ministériels. Mais, donc, il y a beaucoup de recherches, ça veut dire, qui sont faites en éducation, qui c'est comme un peu comme tu dis, je pense, dans les prochaines lignes, que sont mis carrément de côté parce que on mise beaucoup là, sur les fameux examens, tu sais, mais pourquoi autant d'investissement par rapport à ces fameux examens-là? Parce que ça les cote justement avec les fameux PISA, c'est ça? Avec le... Oui, exact. C'est ça, hein? Dans le sens que, tu sais, justement, là, comme par exemple au Québec, ben, tu sais, je sais pas où est-ce qu'on est à travers le monde, mais mettons qu'on est, je sais pas moi, 25e en français, puis, tu sais, 30e en mathématiques ou quelque chose comme ça. L'idée, c'est que souvent, ces statistiques-là vont finir par être utilisées par des gouvernements pour dire, ben venez comme installer votre entreprise chez nous. Notre population est très éduquée. Regardez, on est comme, tu sais, 25e sur 200 pays, ou on est 12e sur 200 pays à travers le monde. Fait que c'est un peu comme si on venait de réduire toute l'éducation, qu'est-ce qui devrait se produire au niveau de l'éducation, à ce chiffre de genre le résultat à l'examen du ministère. Et donc, qui finit par, résultat qui finit par être transformé là, comme en classement là, pour comparer les différents pays.
Puis, ben, tu veux pas, ben, tu sais, comme à l'intérieur de la très grande proportion des pays, ben là, après ça, ben, tu finis par avoir, OK, ben, telle école, elle est classée deuxième, ou elle est classée troisième, ou elle est classée 99e, ou 450e. Donc, là, il finit par avoir cette, en tout cas, tu sais, ce cycle-là qui est nourri encore plus, puis comme, tu sais, comme parent, ben, tu finis par avoir le classement des écoles, tu dis, ah, ben, je voudrais peut-être pas envoyer mon enfant à telle école, je vais vouloir envoyer mon enfant à telle autre école qui est en haut du classement. Mais encore là, ben, ces classements-là vont être faits en fonction des résultats au niveau du ministère et non pas sur comment on a aidé ton enfant à apprendre à aimer la lecture, à apprendre à aimer les mathématiques, à développer sa confiance en soi, à développer ses habiletés de résolution de conflits, de résolution de problèmes, et ainsi de suite. C'est quoi un chiffre au final, tu sais? Ouais, non, exact, exact. Puis, en tout cas, des chiffres peuvent être utiles, mais ils ont leurs limites aussi, là. Puis tu sais, pour revenir, ben, tu sais, justement, là, à ce que tu mentionnais, Natacha, ben, tu sais, au bout du compte, ce que ça finit par faire en sorte, c'est que là, pour ce qui est du monde de la recherche, ben, il y a toutes sortes de questions de recherche qui sont exclues. Puis il y a toutes sortes de façons d'explorer justement l'éducation au niveau de la perspective de la recherche qui finit par être exclue. Pour justement avoir, ben, tu sais, comme telle approche, qu'est-ce qui aide le plus à justement comme augmenter un petit peu la moyenne aux examens du ministère, mais le reste, ben, tu sais, comme qu'est-ce qui est arrivé du point de vue de la santé mentale de l'enfant, qu'est-ce qui est arrivé par rapport à toutes sortes d'autres habiletés, mais malheureusement, ça finit par être, en tout cas, tu sais, largement omis ou mis de côté. Ouais. Finalement, c'est plus tant pour le bénéfice des enfants, finalement. Ouais, non, C'est ça. exact, Ouais. exact. Ouais, ouais, ouais. Qu'est-ce que tu penses, là, j'ai des grosses questions hypothétiques, là. Vas-y fort. Qu'est-ce que tu penses que ça prendrait dans le système scolaire actuel pour qu'il puisse avoir des changements comme ça de mis en place? Ouais, ben c'est ça. Ben, tu sais, dans le chapitre 2 du livre, ce que je propose, c'est surtout d'essayer de comme, ben, tu sais, comme idéalement, moi, ce que je souhaiterais pour tu sais, les systèmes scolaires, que ce soit du Québec, de l'Allemagne, de peu importe où, que, tu sais, justement, qu'on finisse par faire comme, non, on participera pas à ces examens-là, les examens PISA. Puis on va laisser faire ces examens du ministère-là pour que justement des gens puissent, de différents milieux scolaires, puissent explorer des objectifs autres que de juste performer aux examens du ministère. Fait que ça, je pense que tu sais, ça serait comme tu sais, le plus gros, dans le fond, notre plus gros outil là, qui pourrait amener du changement. Puis sinon, ben, tu sais, dans ce que je propose après, ben, tu sais, c'est d'encourager, de célébrer l'idée d'avoir justement une diversité de modèles au sein tu sais, d'un même système scolaire. Tu sais, il y a certains endroits là, dans le monde où est-ce qu'ils font ça. C'est quand même limité, là. Je sais plus si c'est encore le cas, là, mais tu sais, quand que justement je faisais mes études au niveau de la maîtrise puis du doctorat, ben fait que là, c'est peut-être là, tu sais, 12 ans ou 13 ans ou quelque chose comme ça. À Toronto, dans la commission scolaire là-bas, je pense que, je me souviens plus, là, mais je pense qu'il y avait 40 écoles qui étaient des alternatives différentes les unes des autres. En tout cas, tu sais, peut-être que je me trompe là, par rapport aux chiffres, là, mais tu sais, comme il y en avait comme un bon nombre. Puis là, ce que ça faisait au bout du compte, ben, c'est que, tu sais, comme un enfant, pour qui ça marchait pas dans tel milieu, pouvait, comme, tu sais, justement, se trouver quelque chose d'autre. Ou en tout cas, tu sais, et la même chose pour des enseignants. Fait que, tu sais, de comme venir valoriser cette idée-là, mais aussi de venir comme valoriser l'idée de se parler entre nous les uns les autres, là. Donc, genre, toi, tu fais du Montessori, moi, je fais du Freinet, toi, tu fais de l'école à la maison. Ben, tu sais, comme, c'est quoi que vous avez essayé les uns les autres qui vous ont aidé énormément cette année, puis on se met ces idées-là ensemble, puis on essaie d'en construire des nouvelles. Fait qu'il y a comme cet échange-là que je considère là, qui serait super importante aussi, là. Mais le premier point, c'est comme on met les classements de côté, là, puis comme, tu sais, justement, là, pour que les objectifs de l'éducation puissent être autres et puissent être diversifiés. Ouais, valoriser le processus, le cheminement, que de valoriser la performance, le résultat. Ouais, ouais, non, ça Ouais, c'est définitivement quelque chose d'important. Puis, tu sais, comme, ouais, puis ça pour plusieurs jeunes.
Tu sais, dans le sens que, tu sais, comme, tu sais, si on pense, tu sais, si on revient à nos examens, mais tu sais, ça se peut que tu as un jeune qui va avoir travaillé énormément, mais énormément fort, qui va avoir mis plein d'efforts, puis que, genre, ben, tu sais, il va avoir, à la base, il y avait, je sais pas moi, 45% de moyenne dans telle matière, puis qu'il a réussi à amener ça à genre 63 ou 64, ou qu'il amène ça à 59, ben, tu sais, il repart chez eux encore avec un E sur sa feuille, puis comme, t'es en échec. Tandis que si tu viens valoriser ça, son effort, sa concentration, sa dédication à la tâche, ben là, comme tu sais, la rétroaction qu'il peut avoir, c'est comme continue de te concentrer de même, continue tu sais, de faire cet effort-là, comme tu sais, il y a quelque chose de positif, tu finis par maîtriser davantage telle ou telle idée. Puis ça, il y a plusieurs jeunes pour qui ben, tu sais, ça peut les aider à les garder intéressés à apprendre. Parce que malheureusement, ben, tu sais, il y en a plusieurs que, genre, ben, tu sais, justement, ils apprennent à ne plus aimer apprendre, là, comme je disais plus tôt, là. On veut t'amener à parler de mon livre. On en a déjà parlé un petit peu, mais Mhm. c'est quand est-ce au fait que mon livre a été fondé? Dans le fond, on a commencé à fonder le concept et l'idée là, autour du printemps 2016. Puis on a ouvert nos portes en janvier 2017. Fait que là, en janvier 2027, ben, ça va faire 10 ans qu'on existe. Puis c'est quoi qui t'a donné le goût de cofonder le centre d'apprentissage Mon Livre? Je pense que tu as En tout cas, on a une petite idée, là, en sachant avec Ouais. ce que tu nous expliquais tantôt. Mais à cette époque-là, en 2017, où est-ce que tu étais rendu? Qu'est-ce qui a Euh, fait que, OK, go, on part ça? Ouais, ouais, ouais. Ben, en tout cas, c'était relativement un peu sur un coup de tête, là, mais l'idée, c'est que, ben, tu sais, moi, ma formation, c'est en enseignement. Je veux, tu sais, comme, un peu comme plusieurs tu sais, des futurs enseignants dont on parlait, ben, tu sais, j'avais cette idée-là de je veux aider les enfants, ça me fait plaisir de faire ça. Bon, moi, c'est sûr, c'est un petit peu plus les plus vieux, là, avec qui je préfère travailler. Puis bon, je travaillais dans un centre comme ça, mais à Ottawa. Le centre s'appelait le Campus. Mais j'habitais ici à Montréal, fait que je voyageais là, une fois par semaine pour aller travailler là-bas. Ben, mon souhait, c'est que ce genre de milieu-là, ça puisse devenir une possibilité pour des jeunes au Québec, puis aussi là, un peu comme je disais, là, dans des milieux francophones. Fait que bon, ben on a, avec plusieurs, on a lancé les conférences de l'éducation autrement, là, qu'on faisait une fois là, à chaque mois de janvier là, à l'UQAM. Puis après, là, comme peut-être la troisième, je voyais qu'il y avait comme de plus en plus de monde à chaque fois qui venait à ces conférences-là, qui avait plus d'intérêt. Puis je commençais à avoir un peu plus des cracks dans les lois, tu sais, au niveau d'un point de vue législatif qui nous permettrait de justement avoir un milieu qui pourrait fonctionner avec des principes d'éducation démocratique. Puis qui prendrait la forme d'un centre d'apprentissage pour jeunes qui font l'éducation à domicile. Fait que, ouais, fait que l'idée, c'était un peu sur un coup de tête. J'ai appelé une amie, j'ai dit, ça t'intéresserait-tu? Puis elle a fait, ah oui, je suis sûr que ça va marcher, ça va être une excellente idée. C'est cool. Puis, dans le fond, on a essayé de trouver là, quelques autres personnes qui étaient déjà intéressées par le concept. Puis, ben, c'est ça, là, comme 2, 3 semaines plus tard, on commençait à travailler sur nos laptops ensemble autour d'une table de cuisine. Puis, quelques mois plus tard, euh, mon libre a ouvert ses portes. Puis aussi, ça s'appelle le Centre d'apprentissage Agile, Ouais, Mon Livre. Agile ouais, parce que c'est une particularité au niveau justement de l'approche démocratique que tu expliquais tantôt. oui, oui, non, effectivement. En tout cas, bref, j'arrête juste à. Quand tu nommes le mot agile, ça me fait penser à mon frère la première fois qu'il a entendu ça, il a dit agile. Il dit c'est qui Gilles? Mais c'est ça, fait que c'est agile comme l'idée là, d'agilité agilement et ainsi de suite, en tout cas, qui est un concept qui est beaucoup utilisé dans différents milieux administratifs, là, puis qu'à l'époque, c'était surtout dans ceux qui étaient dans de la création, dans de la programmation, ainsi de suite, mais là, qui finit par être utilisé par ta banque, le quartier, ainsi de suite, là. Mais l'idée, c'est que ben, on fonctionne démocratiquement. Donc, on a à prendre toutes sortes de décisions démocratiques. Puis, il y a différentes façons de pouvoir approcher la démocratie, notamment dans un lieu comme mon livre, mais aussi d'autres façons de faire. Comme dernièrement, là, je lisais parce qu'on fait partie du réseau ALC, là, des réseaux des Agile Learning Center, là, le centre d'apprentissage agile.
Une chose qui était écrite, c'est comme si tu as visité un centre éducatif agile, ben, tu en as visité un, ou tu en as vu un, ou tu as la connaissance de un, parce qu'on va tout finir par fonctionner de toutes sortes de façons différentes. Puis c'est vraiment d'avoir cette agilité-là, de dire, ben, on va essayer telle chose, on va voir qu'est-ce que ça donne, on va réfléchir là-dessus, puis on va voir, ben, tu sais, comme, fait qu'il y a comme un cycle de genre, justement, tu sais, on essaie quelque chose, on réfléchit, on voit comment adapter et améliorer les choses. Ce principe-là, ça va être beaucoup pour le fonctionnement démocratique, mais aussi pour toutes sortes d'autres éléments, principes là, qui vont guider qu'est-ce que nous, par exemple, on va faire comme éducateurs, qu'est-ce qu'on va offrir, qu'est-ce qu'on va mettre sur place, et ainsi de suite là, avec nos jeunes. Ben, dans le fond, la grosse idée, là, c'est que souvent, ben, comme dans un processus démocratique, comme on va élire une personne qui va mener l'Assemblée, on va élire un secrétaire, l'ordre des choses va se faire de telle façon, et ainsi de suite. Puis tout le monde lève la main. Puis à la fin, y a-t-il des objections aux décisions qui ont été prises, et ainsi de suite. Puis fait qu'il y a comme un processus qui est souvent très formel dans des milieux démocratiques. Puis là, l'idée d'être agile, mais ça nous permettait de pouvoir prendre des décisions qui pouvaient satisfaire le monde, mais autrement aussi. Fait que nous, il y a bien souvent, il va y avoir des décisions où est-ce qu'il n'y aura pas de vote démocratique parce que on se regarde on regarde tout notre non-verbal, on est comme, c'est un peu comme genre, 5 amis décideraient d'un film pour aller au cinéma, il n'y aura pas un vote à la majorité, puis après ça, de voir s'il y a des objections, ça va être comme, OK, ben, tout le monde semble satisfait avec ça, on y va avec ça. Mais il y a d'autres moments où est-ce que, comme, bon, nous, à Mont-Libre, c'est rarement arrivé, mais c'est arrivé peut-être 2 fois où est-ce qu'on s'est dit, mais pour cette décision-là, il faut vraiment qu'il y ait consensus. Fait que là, c'est plus comme un vote à la majorité, là, on y va par consensus parce que, on considère que c'est une décision importante. Fait qu'il y a comme, cette flexibilité-là, si on veut, là, un peu là, au modèle là, qu'on essaie d'utiliser. Puis juste peut-être dernier exemple en lien avec ça, ben, comme nous, à Mont-Libre, ben, on a des assemblées démocratiques, on va en faire quasiment une fois par jour. Elles vont durer peut-être 10 à 15 minutes, puis elles vont être à différents moments de la journée. Fait que ça va dépendre de qu'est-ce qui émerge dans la journée. Il y a d'autres endroits où est-ce que c'est une fois par jour, eux autres aussi, mais c'est 15 minutes, puis c'est à la fin de la journée. Il y a d'autres endroits où est-ce que c'est une fois par semaine, puis ça dure 1 heure et demie, puis c'est telle journée ou quelque chose comme ça. Fait qu'il y a un peu comme cette flexibilité-là là, à l'intérieur du mouvement qui nous permet d'essayer des choses différentes. Puis donc, tu as nommé que il y a différents ateliers, que les enfants ont le choix de participer ou non. Est-ce que y a-tu des âges qui sont visés à Mont-Libre? Oui, non, effectivement. Ben, donc, nous, on est ouvert 5 jours par semaine désormais. Puis, il y a 4 jours de la semaine que c'est pour nos plus vieux. Fait que c'est du 9 à 18 ans. Dans ce moment, on a comme du 10-17 ans là, qui sont parmi nous. On a une journée par semaine où est-ce que c'est pour les plus jeunes. Où est-ce que là, ça va être justement du 6-9 ans là, qui vont pouvoir fréquenter le centre. Fait qu'il y a comme cette distinction-là là, qui fait que parce que le lieu physique est quand même petit, on peut pas avoir une quantité incroyable de personnes. Puis des fois d'avoir comme justement une trop grosse diversité d'âge à l'intérieur d'un petit groupe de personnes, ben, ça réduit les possibilités d'activité ou les chances que tout le monde puisse avoir leurs besoins satisfaits. Là. Fait que justement, à la quantité de jeunes qu'on va avoir, là, souvent là, comme le maximum, c'est peut-être 14, 15 ou 16 jeunes, ben, cette diversité-là à l'intérieur de 10 à 17 ans, là, ça fonctionne bien pour quiconque. Puis donc, chaque jour, il y a des ateliers en lien avec des matières, des sujets différents, puis les jeunes ont toujours l'option de participer ou pas. C'est bien ça? Ben largement. Ce que je dirais, c'est que nos journées finissent par être un peu co-construites avec les jeunes en fonction de leurs intérêts. Puis il y a des journées où est-ce que, là, ce qui est l'intérêt des jeunes, c'est beaucoup de jouer. Fait que là, où est-ce que, ça va être surtout du jeu auquel on va participer avec les jeunes. Nous, on va proposer des jeux qui vont être un petit peu différents, diversifiés d'une certaine façon. Puis il y a des journées où est-ce que, justement, il y a beaucoup plus d'intérêt pour de l'académique. Fait qu'il va y avoir, différents ateliers qui vont être mis en place, là. Ce que je dirais, c'est que de ce temps-ci, ben, on a le club de lecture là, qui fonctionne bien d'un point de vue académique. On a des défis scientifiques de temps en temps. Puis on commence à avoir ce qu'on appelle un défi à chaque semaine. Là, quelque chose là, qui peut se faire, qui prend peut-être 1 heure à chaque jeune s'ils veulent participer. Là, puis qui est différent d'une semaine à l'autre. Puis qui va être
en lien avec une matière différente d'une semaine à l'autre. Mais quand je dis matière, il y a des sujets qui vont être des sujets qui vont être en lien avec ce qui peut se faire à l'école, mais il y a d'autres sujets aussi que ça nous permet d'explorer. Fait que des fois, il va y avoir par le passé, on a eu beaucoup d'ateliers de philo, ou on a eu des ateliers de photographie, ou puis là, de politique, mais avec des plus jeunes. Fait que ça va sortir, dans le fond, ça va permettre justement d'aider le jeune à s'intéresser à quelque chose de différent que ce à quoi il s'intéresse, mais sans être limité à juste les mathématiques, français ou sciences, quelque chose comme ça. Donc, ta conjointe et toi, vous faites l'école à la maison à votre fille. Vous êtes, si j'ai bien compris, plutôt en mode unschooling. Veux-tu nous parler un petit peu de ça? C'est quoi votre fonctionnement, en gros? Ouais, non, exactement. Dans le fond, notre fille, elle a 11 ans. Le souhait, c'est de s'adapter un peu à ses intérêts, puis de construire autour de ses différents intérêts. Fait qu'encore là, l'idée du consentement est comme, est assez significative. Donc, si notre fille n'est pas intéressée à faire des sciences de journée ou à faire de l'histoire, on va respecter ce choix-là. Puis nous, dans ce contexte-là, la grosse question qu'on a à se poser, c'est un peu là comme quel genre de conditions qu'on devrait mettre en place pour pouvoir l'aider à s'intéresser à plusieurs de ces sujets-là. Puis c'est sûr que, comme dans un contexte idéal, on ne voudrait pas être limité là, comme aux différents sujets qui nous sont imposés par la DEM, puis pouvoir explorer différentes choses en fonction de qu'est-ce qui peut être possible, puis qu'est-ce qui intéresse notre fille à ce moment-là. Fait que c'est ça. Fait que, comme nous, ce qu'on va voir, c'est comme à quel moment de la journée qu'il y a plus de sens de lui proposer telle activité, puis là, de lui proposer l'activité à ce moment-là, de voir quel genre d'activité qui l'intéresse plus. Fait que nous, il n'y a pas de cahiers qui sont utilisés, mais comme si on va faire, je sais pas moi, des mathématiques, on va construire autour de ce qu'elle connaît, mais aussi de ce qui l'intéresse. Fait que comme pendant une séquence, il y avait des questions qui avaient rapport aux dragons puis aux licornes ou quelque chose comme ça, parce que ça, c'était quelque chose qui l'intéressait énormément. Puis justement, toujours avec cet intérêt de dragon-là, on est tombé à la bibliothèque sur des livres qui avaient rapport aux dragons, mais dans différentes sociétés à travers le monde. Puis là, fait que là, on embarque dans différentes questions d'histoire. On lit ça ensemble. Fait que là, il y a une autre dimension qui est comme, on est en train de lire, mais là, on est en train de lire quelque chose d'historique. Puis là, comme nous, l'approche qu'on va faire avec ça, ça va être juste de poser des questions informelles, comme genre, comme, qu'est-ce que tu penses de ça? Est-ce que ça a l'air vrai, ce qui est décrit là? Est-ce que tu penses que dans telle société, ils croyaient vraiment au dragon, ou la représentation qu'on a là sur une peinture ou quelque chose comme ça, est-ce que ça l'est vraiment, ou comment? En tout cas, fait il y a toutes sortes de questions qui vont venir guider un peu là, ce qu'on va faire avec elle. Moi, ce que je dirais, justement, d'une perspective unschooler, donc où est-ce qu'on va respecter le choix de l'enfant, on va respecter son intérêt, et ça, là, comme toute la journée. Nous, ce qui nous aide à justement construire des choses qui vont aider notre enfant à évoluer à travers différentes matières scolaires, il va y avoir beaucoup d'accent sur, c'est dans le sens que nous, on va mettre beaucoup d'efforts à justement lui lire chaque soir. Fait que comme on a fait ça comme très jeune, puis on continue justement là, encore là, de la lecture. Ça, c'est surtout ma conjointe qui s'occupe de ça. Puis là, on va lire à propos de différents types de textes, mais aussi différents types de sujets. Fait que des fois, comme on va essayer de trouver un texte qui pourrait l'intéresser, qui a rapport à l'histoire, ou comme un magazine qui pourrait peut-être l'intéresser aux sciences. Puis on va lire là-dessus. Fait que ça soit par rapport aux planètes, que ça soit aux animaux et ainsi de suite. Puis là-dessus, on va essayer de se partager après, qu'est-ce que tu as trouvé le plus intéressant, qu'est-ce qui t'a le plus impressionné. Puis là, à travers ça, il y a comme beaucoup de matières qui finissent par se développer, qui finissent par être travaillées, là, si justement l'inquiétude est au niveau de l'ADN. Mais c'est ça, nous, dans notre cas, on va utiliser un peu la même approche au niveau de d'autres choses. Là. Donc, nous, pour ce qui peut être peut-être de son intérêt pour des activités physiques, comme on va s'assurer d'avoir différents types
d'objets qui peuvent l'intéresser au niveau de l'activité physique qui sont disponibles, mais aussi de réfléchir un peu comme, en tout cas, l'exemple qui me vient en tête, c'est tiré de mon livre, mais tu sais, comme à mon livre, l'activité physique, c'est à quoi ça va ressembler, au lieu que ça soit, je sais pas moi, toujours du hockey ou du soccer ou des trucs comme ça, mais tu sais, ça va être jouer à la tag, ça va être, tu sais, comme se tirer des petits coussins qui sont comme... en tout cas, tu sais, qui font pas mal à rien, ou tu sais, ça va être des batailles de fusil neuf, où est-ce que, tu sais, ça court, puis ça court, et ainsi de suite. Fait que, tu sais, ça va être d'essayer, tu sais, à nous, à la maison, de réfléchir à voir, ben, qu'est-ce qu'on peut mettre en place, là, qui peut aider dans ce sens-là. Puis, si une journée, ben, ça ne tente pas, ben, on va faire, OK, c'est correct, tu sais, on va se reprendre. Puis sinon, ben, tu sais, c'est justement là, de s'assurer là, d'avoir des moments pour jouer avec elle. Puis donc, si je comprends bien, exemple que vous voulez proposer un type d'activité, mais que vous voyez que, bon, ça fait plusieurs fois vous proposez, puis non, ça tente pas, non, ça me tente pas, ben vous allez trouver une autre façon de l'emmener. Fait que, tu sais, mettons, vous vouliez proposer une lecture, mais là, à chaque fois que vous la proposez, ça y tente pas, ben là, vous allez réfléchir à, OK, on va aller chercher la lecture, mettons, peut-être que ça y intéresserait plus, on va essayer ça. C'est un petit peu comme ça vous fonctionnez? Ouais, non, exactement. Puis, ben, tu sais, ce que je dirais, c'est que, ben, c'est sûr que, tu sais, comme chaque parent, on finit par s'adapter à son enfant. Nous, au niveau de la lecture, ben, tu sais, comme elle a un énorme intérêt pour ça. Puis, tu sais, elle a toujours apprécié. Tu sais, au début, tu sais, ça a pris du temps, là, avant qu'elle apprenne à lire, mais elle avait un intérêt. Elle aimait ça, entendre l'histoire, elle aimait ça, garder des histoires là, avec sa mère. Fait qu'au niveau de la lecture, ça n'a jamais été trop compliqué. Par contre, tu sais, comme au niveau des mathématiques, ben, tu sais, comme moi, une des choses qui m'intéresse beaucoup dans l'enseignement des mathématiques, c'est d'utiliser des énigmes mathématiques. Parce qu'il y a beaucoup d'éléments de créativité là, qui sont travaillés à travers les énigmes. Mais ma fille, ça ne l'intéresse pas, les énigmes mathématiques, ou en tout cas très peu. Fait que, tu sais, des fois, je vais juste en essayer une que je pense qui va peut-être l'intéresser. Puis, ben, tu sais, justement, il y a quelques semaines, j'ai échoué avec ça, mais ça continue de l'intéresser, de faire quelque chose qui est comme, c'est pas à travers du cahier, mais tu sais, ça ressemble, tu sais, comme la même logique, là, un peu là, de l'école. Je te montre comment résoudre le problème étape par étape par étape. Mais tu sais, ça, c'est ce qui marche avec elle, même si, tu sais, moi, j'aimerais essayer autre chose, mais c'est là qu'on en est. Là. Ouais. Est-ce que tu veux nous partager un petit peu, donc justement, tu dis, vous faites les apprentissages en famille, ta conjointe et toi, à quoi ça ressemble? Comment vous partagez ça? Comment avez-vous un petit peu une façon, tu sais, plutôt, tu sais, comme tu nous disais, c'est ma conjointe qui s'occupe plus de la lecture le soir, tu sais, êtes-vous très libre dans cette façon de fonctionner là, ou vous avez vraiment comme des ancrages un peu du fonctionnement? Moi, ben, ce que je dirais, c'est que ça a évolué avec les années, mais c'est sûr que on a quand même plusieurs conversations, moi et elle, pour voir ben, comme qui devrait s'occuper de quoi, puis à quel moment, puis quel moment qu'il y a telle opportunité, et ainsi de suite. Moi, ce que je dirais, ben, c'est ça, là, au niveau de la lecture, comme tu disais, c'est surtout ma conjointe qui va faire ça. Fait que, qui non seulement va lui lire, mais va l'amener dans les bibliothèques, va l'amener dans les librairies, va s'occuper de coordonner l'achat de différents livres qui pourraient intéresser notre fille. Puis c'est beaucoup elle, ben tu sais, ça a à peu près toujours été le cas parce que bon, veut pas, moi je travaille à mon libre 4 jours par semaine, puis j'ai mes charges de cours à l'université, fait que tu sais, souvent moi, mon temps avec ma fille, depuis qu'elle est à mon libre, j'ai plus de temps parce que je peux faire des choses à mon libre avec elle, mais avant qu'elle fréquente mon libre, j'avais beaucoup moins de temps. Mon temps avec elle, c'était beaucoup plus là, comme à la fin de la journée, puis les fins de semaine, puis bon, voir qu'est-ce que je peux faire là-dedans. Mais fait que souvent, ben tu sais, comme tout ce qui est ben, mathématiques, ça va être davantage moi qui va s'occuper de ça, mais aussi tout ce qui est comme paperasse avec la DEM, de ma position, parce que bon, j'ai à bien comprendre les différents programmes, ces choses-là. À travers les années, ça a été beaucoup moi qui s'est occupé, par exemple, de mathématiques, mais aussi de comme réfléchir, ben, comme tel type de livre pourrait nous aider avec telle compétence ou ainsi de suite. Fait que, comme je demande à ma conjointe, serais-tu à l'aise d'essayer de trouver, comme justement ce type de livre-là quand vous êtes à la bibliothèque et ainsi de suite. Fait qu'il y a comme cette réflexion-là. Ben, dans le fond, moi, une des choses que justement je trouve essentielle dans mon rôle de père, puis que je pense qu'il peut aider, puis qui pourrait justement en aider plus d'un, c'est de m'assurer de passer du temps à chaque jour pour jouer avec ma fille.
Je sais que c'est pas tout le monde qui trippe tant à justement jouer avec ses enfants, mais si toi, tu es satisfait de jouer peut-être dans les 10-15 minutes, puis tu es capable de pousser ça à 30 minutes, ben, je t'invite à le faire, mais comme moi, c'est quelque chose que je me suis imposé à chaque jour de trouver des moments pour jouer avec ma fille. Puis justement, là, d'explorer différents jeux qui peuvent justement développer différentes habiletés ou compétences. Fait que nous, on a joué beaucoup à différents jeux de table qui vont impliquer différentes choses mathématiques, ou comme là, de ce temps-ci, on a joué beaucoup au Scrabble qui permet de réfléchir à la conjugaison des accords, des trucs comme ça. Bon, il y a certains éléments au niveau des mathématiques. Puis là, de ce temps-ci, on joue aussi au Monopoly. Puis, On est dans les mêmes jeux pas mal ah, ces ok. temps-ci. Ah ouais, ok, bon, c'est excellent. Mais ça apparaît pas, mais en tout cas, Monopoly, on joue tant ici qu'à mon livre, mais il y a toutes sortes de conversations qui finissent par émerger de c'est quoi un Monopoly. Puis là, les jeunes sont comme, ah, on va jouer au capitalisme. Puis là, il y en a un qui sait pas c'est quoi le capitalisme. Enfin, c'est quoi le capitalisme? Puis là, on en parle. Puis, y a-tu d'autres possibilités? Ou c'est quoi une hypothèque? Puis souvent, ben, comme là, ils ont leur argent, puis ils veulent le compter, puis là, comme, ben, là, sont en train de faire, différents calculs de plus, puis des trucs comme ça. Fait qu'en tout cas, il y a toutes sortes de choses là, bien merveilleuses qui peuvent se produire là-dedans. Non seulement, c'est un contact positif avec ton enfant, mais en plus, comme en même temps, il y a comme un développement de compétences qui peut se faire. C'est sûr qu'il y a d'autres jeux qui ne permettent pas nécessairement ça, mais qui demeurent que l'enfant continue d'avoir un contact positif avec toi comme parent. Puis donc, qui vient faciliter tellement de choses par après du fait que ton enfant a ce contact positif-là. On voit beaucoup dans les familles éducatrices, tu sais, un modèle qui va souvent avoir un parent qui va travailler à peu près temps plein, puis l'autre parent va soit pas travailler ou moins travailler. Et souvent, ce parent-là va prendre plus en charge les apprentissages en famille. C'est quoi la place, selon toi, du deuxième parent éducateur? Ça, c'est une question qui revient beaucoup auprès de nos auditeurs qui ont de la misère à justement voir qu'est-ce que l'autre parent y emmène, qu'est-ce qu'il peut faire. Ouais, ouais, ouais. Ben, dans le fond, je vais répéter un peu la même réponse, mais je vais comme venir justifier là, peut-être là, comme davantage dans la mesure où est-ce que moi, une chose que je pense qui peut aider le plus, là, mais surtout comme à long terme, l'enfant, c'est tout ce qu'on peut faire pour faire en sorte que justement, comme toutes ces insécurités disparaissent d'une certaine façon ou pour prévenir à ce que l'enfant puisse développer des insécurités. Plus que je partage, si jamais vous avez l'occasion d'interviewer Elisabeth Dufresne, je vous invite à le faire. Puis, elle en parle beaucoup, puis ça s'est inspiré beaucoup là, de Gabor Maté puis Gordon Neufeld. Mais l'idée de justement, comme tout ce que tu peux faire pour faire en sorte que ces insécurités-là disparaissent ou ne finissent par ne jamais émerger. Puis, ce qui finit souvent par aider un enfant là-dedans, c'est d'entendre qu'il est aimé inconditionnellement. Puis là, pour revenir à l'idée du jeu, ben, comme qu'est-ce qui est le langage, qu'est-ce qui dit à l'enfant je t'aime inconditionnellement, ben, c'est tout le temps que tu passes avec dans des moments positifs. Quand il est plus jeune, ça va être le contact physique, de se coller, de tenir l'enfant et ainsi de suite. Mais quand il est plus vieux, pour moi, ben, ça passe énormément par le jeu. Dans le sens, d'aller voir l'enfant puis dire, ben, comme, j'aimerais ça jouer à quelque chose avec toi, qu'est-ce qu'on pourrait faire, quelque chose comme ça. Ben, souvent, ça a comme ce message-là qui est envoyé de genre, comme, je t'aime bien gros, j'ai le goût de passer du temps avec toi. Puis là, en plus d'utiliser, ben, c'est-à-dire de continuer ça, donc, pour l'amener comme cet amour-là, ce message d'amour-là, d'une manière inconditionnelle, de faire comme, t'as fait quelque chose que j'ai vraiment pas aimé. Je veux continuer à jouer avec toi pareil, ou je vais être content de jouer avec toi. Ben là, ça vient renforcer encore plus ce message-là. Fait que souvent, moi, pour le deuxième parent, ben, il y a beaucoup cette idée-là de genre ce que tu peux faire pour justement comme augmenter la quantité de temps que tu joues, que tu passes des moments positifs avec ton enfant. Puis des fois, ça peut être, ben, moi, je vais te donner un exemple. Là, j'ai un parent à un moment donné avec qui je parlais, qui est un parent qui semble être, qui ne se fait pas confiance dans son habileté à élever son enfant, puis qui, lui, dans sa tête, c'est comme genre, ben, j'ai jamais été bon à l'école, comment je pourrais aider mon enfant? Puis bon, ce parent-là, c'est comme le deuxième parent. Puis à un moment donné, ben, comme, ce que je réalisais, c'est que, ben, il a commencé à beaucoup jouer aux jeux vidéo avec son enfant. Bon, on entend, là, c'est des jeux vidéo, mais comme cet enfant-là était tellement content d'avoir son père qui jouait avec lui,
ben, tu sais, comme, c'est venu comme le rassurer de toutes sortes de façons. Puis, fait que des fois, même si c'est ce genre de jeu-là qui se fait, il y a comme quelque chose, tu sais, il y a un message qui est envoyé à l'enfant qui est comme rassurant de genre, je veux passer du temps avec toi. Fait que, tu sais, même si toi, comme deuxième parent, tu as des difficultés en maths, en lecture, et ainsi de suite, ben, il y a quelque chose que tu peux définitivement faire au niveau de justement, là, comme réduire les chances d'insécurité. Puis après ça, ben, ce qui est merveilleux, parce que tu as tant de contacts positifs avec l'enfant, ben, tu sais, tout ce qui va être conversation plus difficile ou moment plus difficile, ben, puis ça, que tu fasses du unschooling ou que tu fasses tu sais, de l'école plus à la maison, ben, tu sais, ça vient faciliter énormément de choses, en tout cas selon moi, là. Puis tu sais, c'est ce que j'observe de différentes familles autour de moi, là, où est-ce que, tu sais, il y a un accent qui est mis là-dessus, là. C'est beau, j'aime ça. Ouais, vraiment, moi Il y a aussi. plusieurs questions que par la bande, on a déjà répondu durant l'épisode. Il y en a une, peut-être que tu aurais quelque chose, je suis sûre, d'intéressant à dire, qui est pour le niveau primaire. Et Hmm. on demande, c'est quoi votre point de vue par rapport aux écoles d'aujourd'hui pour ce qui est des élèves en situation de troubles d'apprentissage? Environnement de la classe, ressources disponibles, moyens utilisés pour favoriser leur estime de soi et leur réussite au quotidien. Je suis curieuse de vous entendre à ce sujet. Comment je réponds à ça? Ouais, ben, tu sais, c'est un peu difficile pour moi de répondre dans une certaine mesure, dans le sens que, tu sais, comme, moi, je parle de la perspective de quelqu'un qui va travailler avec des jeunes comme ça, qui va travailler avec des jeunes qui ont des, tu sais, toutes sortes de troubles d'apprentissage ou en tout cas, tu sais, qui ont eu toutes sortes de diagnostics. Puis souvent, ben c'est ça, ils vont finir par se retrouver à mon libre parce que, tu sais, ça n'a pas marché à l'école. Puis ils n'ont pas eu l'aide et le soutien qui fonctionnait pour eux. Puis, fait que moi, je connais plus l'école à travers la perspective de ces familles-là, de ces enfants-là, ce qui n'est pas nécessairement le cas pour tout le monde. Mais fait que ce que je dirais, c'est que tu sais, il y a beaucoup d'efforts qui sont mis dans les écoles pour aider des enfants qui ont ces troubles, ces différents troubles, puis que tu sais, comme pour l'estime de soi, puis il y a beaucoup d'efforts qui est fait au niveau de la formation des futurs enseignants pour justement accompagner ces enfants-là. Mais ça ne veut pas dire que, tu sais, avec tout le manque de ressources, avec tout le manque de soutien que les enseignants peuvent avoir, mais ça ne veut pas dire que, au bout du compte, tu sais, ce qui est voulu théoriquement est mis en place d'un point de vue pratique là, dans les différentes écoles. Fait qu'il y a des écoles où est-ce que ça va être le cas, mais il y a des écoles où est-ce que ça ne sera pas le cas. Puis moi, ce que je dirais, c'est que si toi, tu es parent d'un enfant qui est dans cette situation-là, puis que chaque jour, ton enfant, il y a de moins en moins d'intérêt pour l'école, que chaque jour, ton enfant, comme il sourit de moins en moins, il rit de moins en moins, que gentil, qui commence à faire de l'insomnie ou des trucs comme ça, ben c'est là que je t'encourage à justement explorer d'autres possibilités. Puis où est-ce que justement, si tu as les moyens de faire l'éducation à domicile, ben il y a beaucoup de choses qui pourraient aider dans ce contexte-là. Là. Puis, en tout cas, j'en connais plus d'une famille où est-ce que ça a pu être le cas. Puis que tu vois l'enfant, là, après quelques mois, qui finit par retrouver son sourire, retrouver tranquillement sa curiosité, sa joie de vivre, son bien-être, et ainsi de suite. Fait que c'est ça. Parfait. Est-ce qu'il y a une ressource qui a fait une différence dans ton école à la maison? Ouais, ben c'est ça. En tout cas, ça guidait un peu là, surtout ce que je viens de dire, mais justement, le livre de de Gordon Neufeld et Gabor Maté, là, en anglais, c'est Hold On to Your Kids, là, je me souviens plus c'est quoi en français. C'est ce qui a fait la plus grosse différence. Puis ce que je dirais par rapport à ça, là, c'est que ben, moi, ce qui m'intéressait au départ, c'était dans l'éducation. Éventuellement, je suis tombé sur le concept d'école démocratique. Je suis tombé en amour avec ça. J'ai voulu comme faire la promotion de ça, créer des places, bon, ainsi de suite, puis comme mon libre. Puis, après quelques années, justement, à mon libre, ben, je suis tombé sur ce livre-là, je l'ai lu. Ça a fait une énorme différence, tant à mon libre que chez moi comme tel, de voir justement quelle possibilité de plus qu'on peut mettre de l'avant avec notre enfant, là, quand que, justement l'accent est mis. Parce que dans le fond, la grosse chose dont il fait la promotion dans le livre, c'est qu'est-ce qu'on peut faire pour mettre l'accent sur la relation avec l'enfant. Donc, de venir se poser comme parent, comme question, qu'est-ce que je peux faire pour améliorer ma relation avec mon enfant?
Puis bon, tu sais, comme ce que je mentionnais, ça passe beaucoup par le jeu, comme message là, qui peut être envoyé aux enfants, mais il y a toutes sortes d'autres petites choses qui peuvent aider. Là. Donc, tu sais, comme par exemple, justement, d'être à l'aise d'admettre quand on a tort à son enfant, ou d'être à l'aise de s'excuser à son enfant. Bon, tu sais, il y a toutes sortes de petites choses comme ça qui peuvent se faire, puis qui finissent au bout du compte par faire une grosse différence. Puis moi, je sais qu'avant de lire ce livre-là, je passais du temps avec mon enfant, mais je l'amène au parc et elle joue avec d'autres enfants et non pas comme je m'assure à chaque jour de passer du temps pour jouer avec elle. Fait que quand j'ai rajouté ça quand moi et ma conjointe, on a rajouté ça là, comme à la dynamique, à la routine, ben, en tout cas, on a été vraiment contents de comment les choses ont pu évoluer, mais encore plus là, dans ce qu'on peut voir là, à mon livre avec d'autres gens. Je suis en pleine écoute, je suis en train d'écouter en livre audio. Ah ouais? Oui. OK. Ben, juste par curiosité, tu l'écoutes-tu en français ou en anglais? Anglais. Anglais? OK, Oui. parfait. Ben, c'est niaiseux, là, mais en tout cas, comme je faisais référence à Elisabeth Dufresne, puis bon, moi et elle, on a un peu découvert le livre en même temps. Puis la version française, on dirait qu'elle a été traduite d'une manière où il y a comme beaucoup moins de nuances. Puis en anglais, on dirait que justement, il y a plus de nuances. Puis en tout cas, si vous êtes capable de le faire en anglais, c'est ce que je recommanderais. Puis content que tu lis. Oui, tu me tiens au courant si ça fait une différence chez vous. Moi, je me suis déjà fait dire par quelqu'un dans le milieu de l'éducation, ça peut pas marcher l'école maison parce que justement, le parent éducateur, il veut avant tout préserver le lien d'attachement avec son enfant. Ah, ouais. Ouais. Puis là, j'étais comme, mais moi, j'étais dans mes débuts, tu sais, fait que là, j'étais comme, tu sais, fait que ça a resté. Mais c'est pourtant, les enseignants, ils essayent justement d'établir un attachement avec les enfants, tu sais, de faire une connexion justement pour que les apprentissages aient lieu, tu sais. Mais en tout cas, ça m'avait bousculé pas mal comme commentaire. Puis moi, tu vois, je suis comme, ben clairement, parce que c'est la chose la plus importante, tu sais, avant tout. Ben ouais. Mais... Oui, mais Puis, selon toi, cette personne-là, il y a comme des apprentissages qu'il faut faire. Tu sais, mettons, je sais pas moi, apprendre l'étape de multiplication. Bien, si ton enfant, ça ne tente pas, puis tu vois qu'il est comme en train de s'écrouler comme un jello en dessous de la table, parce qu'à l'idée d'apprendre les multiplications par cœur, mais là, ça prend quelqu'un comme qui n'a pas d'attachement avec l'enfant. Oui, exactement. Là, je rentre dans un mode autoritaire, puis là, tu vois les apprendre parce que il faut les apprendre, puis moi, j'ai décidé que c'était là que ça se passait. Tu sais, c'est ça. Moi, non, vraiment. Puis moi, ce que je dirais par rapport à ça, c'est que lui enlever cet attachement-là, donc lui enlever genre la possibilité de se tourner vers son parent lorsqu'il y a un problème, ben à ma connaissance, surtout là, comme dire comme l'attachement, là, comme on l'enlève, là, il n'est plus là, mais il n'y a rien qui est justement plus insécurisant de genre vers qui je me tourne quand j'ai un problème, genre. C'est ça. Puis, oui, il y a des enseignants qui peuvent offrir des choses merveilleuses, mais il n'est pas aussi là et à si long terme, là, si on veut. Fait que... Ben, c'est ça. Donc, pour terminer, pour te suivre, on va mettre le lien de Mon Libre en description d'épisode. Ton livre, je vais mettre les liens aussi. Est-ce que tu veux nous dire rapidement où est-ce qu'on peut les trouver? Oui, en fait, il est sur toutes sortes de plateformes, donc que ça soit Kobo, iBooks, Amazon, que ça soit Barnes & Noble, Nook, il est sur Smashword. T'habites en Espagne, il est sur la Casa del Libro, je sais pas c'est quoi, mais en tout cas, bref, il est là, il est en danois, il est pas en danois, en tout cas, peu importe, il est sur différentes plateformes, mais si tu le googles, tu devrais tomber sur le livre, donc l'école peut te l'apprendre. Bien là, on vient de décider, pendant l'enregistrement de l'épisode avec l'accord de Marc-Alexandre, de faire tirer parmi nos auditeurs son livre, en fait, son tout nouveau livre, tout chaud, que j'ai vraiment hâte d'aller continuer à lire. C'est vraiment intéressant. J'adore vraiment comment que ce livre-là est amené, puis comment déjà, dès le début, je trouve qu'en tout cas, moi, ça m'a changé une perception que j'avais pas vue. Donc, je pense qu'on aimerait ça en faire profiter des auditeurs aussi de pouvoir le lire. Fait qu'on va faire tirer un exemplaire du livre de Marc-Alexandre Prudhomme. Merci beaucoup, Marc-Alexandre, de pouvoir permettre ça aux auditeurs. Faites plus que plaisir. Donc, merci beaucoup, Marc-Alexandre. Je pense qu'on aurait pu continuer à jaser pendant des heures. C'était tellement intéressant. Puis là, moi, je peux pas attendre. J'ai trop hâte de lire le livre aussi.
Excellent. Merci beaucoup. C'était vraiment... Moi, j'ai vraiment aimé ma rencontre. J'apprécie énormément. J'étais bien content d'être avec vous. Puis merci pour ce que vous faites. C'est vraiment une ressource super utile, là, puis qui, je suis persuadé, va aider et aide plusieurs familles, parents, éducateurs, éducatrices. Puis merci tout le monde qui nous écoute. Bye bye. Merci. Merci encore à la CAID et à la 2e classe d'être nos commanditaires officiels. Comme un jeu d'enfant, c'est un projet indépendant porté par 2 mamans passionnées et il a besoin de vous pour continuer à grandir. Vous êtes une entreprise, un organisme ou un acteur engagé dans le monde de l'éducation, de la parentalité ou de l'enfance? Devenez commanditaire ou partenaire du podcast. C'est une belle occasion de faire rayonner votre mission tout en soutenant une initiative pensée pour les familles par des familles. Avis de non-responsabilité. Les opinions exprimées dans ce podcast sont celles des animatrices et invités et ne reflètent pas nécessairement celles de leurs commanditaires, partenaires ou organisations affiliées. Les informations partagées sont fournies à titre informatif seulement et ne constituent pas des conseils professionnels, médicaux, juridiques ou éducatifs. Les auditeurs sont invités à faire preuve de discernement et à consulter des professionnels qualifiés pour toute situation particulière. L'équipe du podcast ne peut être tenue responsable des conséquences découlant de l'usage des informations présentées.